Bonjour à toutes et tous, je suis Élodie Bardot et vous écoutez Antinomique, le podcast qui donne la parole à des personnes qui vivent alignées avec elles-mêmes et leurs valeurs dans tous les domaines de leur vie. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Chaque épisode est l'occasion de se créer une parenthèse dans son quotidien, grâce à ces hommes et ces femmes qui nous partagent leur expérience et ont chacun des grandes leçons de vie à nous apporter. Vous découvrirez la complémentarité et l'antinomie de leur yin et yang. Nous allons parler d'épanouissement professionnel, de résilience, d'entrepreneuriat, de mission de vie et de plein potentiel. Un moment à vous offrir pour vous inspirer et vous apporter les clés pour parvenir à l'équilibre. Notre invitée d'aujourd'hui est Sophie Guignard-Lacroix, née à Grenoble, 39 ans, mariée, 2 enfants et un bébé en route. Elle a commencé sa carrière en banque où elle conseillait des gouvernements sur la gestion de leurs dettes. Elle a ensuite dirigé un magazine culturel à Buenos Aires, puis rejoint la rédaction du Monde à Paris. Depuis l'année dernière, elle co-organise et dirige les Sommets, un événement proposant à des dirigeants d'entreprises de prendre un temps de recul pour penser leur transformation. Elle est aussi la cofondatrice de l'association La Fabrique des Histoires à Annecy, avec la romancière Charlotte Pons. Auteure et conférencière à ses heures perdues, son livre « Je choisis donc je suis. Comment prenons-nous les grandes décisions de notre vie » est paru en 2021 aux éditions Flammarion. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue nous voir. Merci à vous pour l'invitation. Pour commencer, est-ce que je peux te demander de te présenter qui est Sophie ? Qui est Sophie? Waouh, vaste question. Pour faire simple, donc moi je suis née aux Deux Alpes. J'ai une enfance à la montagne, très libre, jusqu'à mes 12 ans. Année où mes parents se sont séparés et ma mère est partie avec un Belge, donc changement de décor total. J'ai arrêté le ski, qui était ma grande passion, ma grande ambition, un petit peu comme tous les enfants de station. Et là, en Belgique, j'ai juste attendu de pouvoir partir. Donc, j'ai passé mon bac le plus vite possible et je suis venue m'installer ensuite à Annecy parce que je ne savais pas où aller. Je ne voulais pas rester en Belgique, je ne pouvais pas retourner aux Deux Alpes, il n'y avait pas grand-chose à faire à 18 ans, 17 ans, et je suis venue ici parce que c'était joli, qu'il y avait une prépa, et voilà. Ensuite, j'ai fait des écoles de commerce, le SCP avec un cursus très à l'étranger, j'avais vraiment à cœur de bouger un maximum, et puis après Sciences Po parce que je ne me sentais pas tellement intéressée finalement par le milieu de l'entreprise. Donc, je me suis un petit peu réorientée. J'ai effectivement commencé à travailler en banque d'affaires dans un département qui faisait du conseil au gouvernement sur tout ce qui était restructuration de dette. Et souvent des gouvernements assez rock'n'roll qui avaient fait défaut sur la dette, donc Nicaragua, Équateur, des pays africains, l'Argentine, la Bolivie. Donc très, très chouette, mais ça restait la banque d'affaires et quelque chose qui, moi, me correspondait pas à long terme. Donc j'ai démissionné et là, à ce moment-là, le directeur de la banque venait d'acheter les Inroc en France à titre perso et il m'a dit, écoute, j'ai découvert qu'il y avait une filiale en Argentine, je ne sais pas ce qu'ils font, je ne sais pas si ça m'appartient. Et donc, au lieu d'aller faire n'importe quoi, puisque tu n'as pas de projet, tu as juste le projet de partir, va au moins là-bas me faire un audit et puis après tu feras ce que tu veux. Et donc, j'y suis allée et en fait, je suis restée 4 ans parce que le projet était chouette, qu'il y avait des choses à faire. Donc, on a restructuré la boîte, on l'a relancée. Et puis au bout de 4 ans, je suis rentrée parce que l'Argentine, c'est chouette, mais c'est loin. Et à un moment donné, il faut savoir, voilà, si on veut s'y installer définitivement. Voilà, c'était mes 30 ans. Mon papa avait fait un AVC, donc un petit moment de ma vie où je me suis dit, bon, c'est quoi la suite et c'est où? Je suis rentrée, j'ai intégré la rédaction du Monde pour développer les activités africaines, notamment, et internationales, éditoriales. Et puis après, j'ai retrouvé un amour de jeunesse qui datait d'Annecy. Je suis venue m'installer ici de nouveau il y a à peu près 8 ans. On a eu un petit garçon. Et là, donc j'ai démissionné du Monde. On a monté avec un ancien collègue du Monde qui était suisse, qui est toujours suisse, un journal en ligne, un magazine en ligne, en fait, à Genève. Et là, je suis partie assez vite aussi parce que je ne trouvais pas ma place. Dans la configuration, on était 4 associés, 3 hommes suisses, beaucoup plus âgés que moi, et on ne s'est pas vraiment entendu sur pas mal de choses. Et c'est là que en fait, j'ai écrit le livre.
dont tu as parlé, qui m'a pris beaucoup de temps, beaucoup plus que prévu, parce que j'arrivais pas à en sortir, c'était devenu une obsession. Et puis dès que je trouvais quelque chose d'intéressant, je continuais à investiguer, etc. Et voilà. Et donc j'en suis à peu près là. En même temps, donc on a monté avec Charlotte effectivement la Fabrique des Histoires, et avec Xavier que vous avez reçu, qui m'a approché pour s'associer à lui en fait, pour relancer les sommets qui avant étaient les sommets du digital. Il avait envie de passer à un autre chapitre, et donc il m'a un petit peu confié les clés pour transformer l'événement et en faire écrire le nouveau chapitre de cet événement-là. Et donc, voilà, aujourd'hui, j'en suis à peu près là. J'ai effectivement 2 petits garçons et un troisième en route. Et voilà, je pense que c'est une longue réponse à une question courte. Désolée. Non, c'est parfait. D'abord de la banque d'affaires entre Paris et les capitales latino-américaines et africaines, puis un magazine culturel en Argentine, puis un magazine scientifique en Suisse, avant de te tourner vers l'écriture. Je suis obligée de te poser cette question. Je pense qu'on te pose souvent. C'est quoi ton moteur, ton driver ? La curiosité, je dirais. L'envie, la curiosité. En fait, en réfléchissant, en regardant un petit peu dans le rétro, notamment quand j'écrivais le livre sur les choix et les décisions, évidemment, je me suis interrogée sur les miennes. Et je me suis demandé ça, en fait. Qu'est-ce qui fait que j'avais choisi à tel moment tel parcours ou tel pays ou tel job ? Et en fait, les premiers, c'était des choix, des demi-choix, dans le sens où c'était des choses qu'on m'avait proposées. En fait, le premier job, on me l'a proposé à la sortie de Sciences Po. J'étais paumée, j'avais aucune idée ce que je devais faire, ce que je pouvais faire. Et puis là, un ancien camarade de promo qui était beaucoup plus âgé, qui travaillait dans cette banque d'affaires, m'a proposé ça. Il m'a dit, écoute, on cherche quelqu'un pour partir la semaine prochaine en Bolivie. Et moi, j'ai dit, banco, je suis disponible, c'est rigolo, sans me demander si j'étais capable ou quoi. Donc j'ai fait un faux entretien, et 2 jours après, j'étais dans l'avion pour 2 mois en Bolivie pour une banque d'affaires dans laquelle j'avais à aucun moment imaginé travailler. Ensuite, quand j'ai démissionné, encore une fois, là, c'est mon boss qui m'a proposé cette mission en Argentine. J'y suis restée. Ensuite, c'est lui qui m'a proposé de rejoindre Le Monde quand je lui ai dit je veux rentrer à Paris. Donc, en fait, j'ai dit oui à chaque fois. J'avais de temps en temps d'autres opportunités auxquelles j'ai dit non, mais la plupart du temps, j'avais la chance qu'on me propose des choses qui étaient en général assez atypiques. Et je pense que les candidats n'étaient pas très nombreux parce que c'est un peu des petites folies. Ils m'avaient aussi proposé de diriger une chaîne de télé au Venezuela, et là, j'avais dit non. Mais voilà. Et en fait, et après, ID News en Suisse, c'était mon collègue au Monde qui m'avait proposé ça aussi quand je lui ai dit que je m'installais à Annecy, que j'allais à un moment donné arrêter les allers-retours à Paris. Et il m'a dit, moi j'ai ce rêve depuis longtemps de monter un truc chez moi, pourquoi on le ferait pas ensemble ? Donc j'ai dit oui à toutes ces étapes-là. Et puis en fait, la première fois où j'ai vraiment fait un choix 100% mien, je ne sais pas si c'est vraiment le sens de ta question, mais c'est quand j'ai écrit ce livre, en fait, parce que personne ne m'attendait, personne ne me l'a proposé. Personne ne vous propose d'écrire un livre, sauf si vous êtes influenceuse avec 300 000 abonnés ou une personnalité. Et là, voilà, c'est moi qui ai décidé, et parce que vraiment, j'en avais... Les autres aussi, j'en avais envie. Quand j'ai dit oui à chaque fois, c'est parce que je sentais qu'il y avait quelque chose de rigolo ou que c'était intéressant. Mais là, c'était presque un besoin, en fait. C'était une envie et un besoin. Et voilà, ça m'a permis de me demander dans quelle mesure j'avais fait ces choix par envie, par aspiration, par confort aussi. Mais dans tous les cas, oui, j'ai jamais choisi en fonction de l'argent. J'ai pas choisi en fonction du statut, parce que si on regarde, en fait, je n'ai fait que décroître en termes de statut, parce que la banque d'affaires, c'est un peu le top en termes à la fois financier et statut social. Et aujourd'hui, je suis indépendante. Voilà, donc c'était pas ça non plus, mais c'était le défi. Et puis ouais, que c'était rigolo. Parce que souvent, les livres ou certaines entreprises, ça vient de l'histoire du créateur. Mm-hmm. Donc forcément, que ce parcours qui est tellement atypique a dû t'inspirer pour aller jusqu'à l'écriture de ce livre. Le mien ? Ouais. Oui, même si en fait dans le livre, ce qui m'intéressait plus que le mien, c'était les parcours des autres. Moi, j'ai toujours été fascinée par des parcours de vie inattendus. Quand je regardais un petit peu aussi, depuis longtemps, les histoires qui m'avaient marquée, aussi bien fictives que réelles, de personnalités, c'était souvent des personnes qui, à un moment donné, avaient fait un choix assez radical et qui avaient vraiment changé le cours de leur vie.
Et parfois pour le meilleur, parfois pour le pire. Des fois, c'était des choix totalement dingues et débiles. Mais ça me faisait marrer, en fait. Et je trouvais ça intéressant. Je me disais, mais qu'est-ce qui peut expliquer qu'à un moment donné, cette personne ait fait un choix aussi dingue, en fait? Et voilà, et dans le livre, je suis partie de plein d'histoires. Il y a la mienne aussi, évidemment, en filigrane, parce que c'est l'interrogation qui est initiale, en fait. Mais j'avais envie d'aller beaucoup plus loin, de chercher des parcours de vie encore plus fous, enfin beaucoup plus fous, des parcours de vie que les gens connaissent, donc des gens aussi, des personnes connues, Marilyn Monroe, Romain Gary, Serge Gainsbourg, des gens comme ça, et d'aller chercher dans des explications potentielles. Moi, c'est pas du tout des réponses que j'ai essayé de donner, etc. Mais voilà, donc je me suis plus inspirée d'autres vies que la mienne, que je trouve assez dingue, et donc pour lesquelles j'avais pas plus de réponses que les miennes. Mais forcément, ça fait un écho, même quand c'est des choix qui n'ont rien à voir avec les nôtres et qui sont beaucoup plus impressionnants. Quelque part, on s'identifie ou pas et on se dit « Ah tiens, ça allume une petite lumière » et on se dit « Tiens, c'est peut-être ça aussi qui s'est passé pour moi à ce moment-là quand j'ai choisi ça. » Et voilà, et je pense que sur les choix et les décisions, on est tellement tous concernés qu'on arrive tous à ramener ça un petit peu à soi et voir ce qui nous parle, ce qui ne nous parle pas. Mais donc voilà, l'inspiration a été assez large. Et justement, sur ces inspirations, laquelle t'as fait le plus, ou te fait le plus écho aujourd'hui? Alors, je dirais que c'est celle d'un singe. Alors, c'est assez... J'aurais aimé dire Marilyn Monroe, même si elle a mal fini. Mais non, il y avait une histoire, moi, qui m'avait marquée. C'était l'histoire d'un singe, un orang-outan, dans un zoo de Chicago, qui était né en captivité, en fait, et qui arrêtait pas de s'échapper, qui faisait preuve d'une ingéniosité dingue et qui avait, je sais plus, 5 ou 6 fois, a réussi à s'échapper, alors qu'à chaque fois, les gardiens renforçaient la sécurité et ils trouvaient des stratagèmes hallucinants pour sortir et jusqu'à ce qu'ils construisent des murs énormes, qu'ils mettent des caméras, qu'ils lui mettent des grillages. Vraiment, il s'est retrouvé vraiment en prison. Il est devenu complètement aigri. Il faisait des doigts d'honneur aux passants, après, aux visiteurs. Et je me suis un peu assimilée à lui parce qu'en fait, il y avait une recherche qui était très intéressante dans un article que j'avais lu qui disait en fait comment ça se fait que ce singe qui est né en captivité cherchait à s'échapper et une fois qu'il était dehors, parce qu'il y arrivait, il retournait tranquillement dans son enclos. Donc, ce qui l'intéressait, c'était juste de s'échapper. Et je me suis identifiée à lui parce qu'en fait, la plupart du temps, je crois que j'essayais de sortir, quoi, de m'échapper de quelque chose, d'aller voir ailleurs, juste de montrer que j'étais libre pour finalement pas en faire toujours grand-chose, en fait. Mais cette espèce d'instinct presque de survie, de dire « je peux si je veux, je contrôle ma vie et je peux sortir, en fait. Je peux être libre ». Et c'est vrai qu'à un moment de ma vie, vers 30-35 ans, j'ai dit « Ok, je suis libre dans le sens où j'ai pas d'attache. » Mais si j'en fais rien, quoi, ça sert, quoi. Et c'est là où j'ai commencé un petit peu à me ranger, entre guillemets, et arrêter de toujours démissionner, de toujours partir, de toujours rompre avec mes petits copains. Enfin voilà, moi j'étais toujours dans une logique, tous les 3-4 ans, je changeais de vie, mais totalement. Donc j'ai changé mon environnement, mon job, le pays, voilà, même mes relations. Et au bout d'un moment, je me disais, tiens, c'est chouette, c'est de la curiosité, c'est de la liberté. Puis à un moment donné, je me suis dit non, c'est peut-être qu'il y a quelque chose de plus profond et c'est peut-être de la peur finalement. Et voilà, c'est l'histoire du singe. Mais voilà, après, il y a plein d'autres histoires qui ne sont pas avec des animaux, mais des êtres humains qui sont sympas, mais voilà, auxquels je m'identifie moins parce que voilà, il y a Romain Gary qui a vécu une vie par procuration parce que c'était celle de sa mère. Il a fait tout ce que sa mère avait souhaité pour lui. Il y a Marilyn Monroe dont les choix, en fait, quand on regarde, sont beaucoup liés à ses manques, à ses besoins, à une vie où elle a passé sa vie à chercher son père, à chercher à être aimée parce qu'elle avait une mère qui était schizophrène et qui était très ambivalente à son égard. Et on voit que tous ces choix n'ont pas été des choix proprement par aspiration, mais plus des fuites et des besoins à combler et qui ne sont pas des moteurs qui sont en général très sains. Et on voit bien que ça ne se finit pas très bien non plus pour elle. Il y avait aussi Hugh Hefner qui me fascine, le fondateur de Playboy, qui vient d'une famille très conservatrice, enfin qui venait parce qu'il est mort, dans laquelle voilà, les parents très pudique, impossible de parler de rien du tout, de jeu, de sexe, de rien du tout. Donc assez frustré, mais quand même bien rentré dans le rang. Et puis à 27 ans, il s'est marié avec son premier amour, il était évidemment vierge, etc. Et à 27 ans, le gars craque, quitte sa femme, monte Playboy et se met dans un manoir avec des filles blondes. Et on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait
comment on passe du blanc au noir quoi, à cette vitesse. Et en fouillant un petit peu, on se dit, mais oui, évidemment, en fait, il y avait ça qui était... C'est à la fois une rébellion, et à la fois, à un moment donné, il s'est complètement libéré. Mais voilà, donc il y a plein d'histoires auxquelles on peut plus ou moins s'identifier, mais qui allument, encore une fois, à un moment donné, qui, moi, m'ont parlé, d'une certaine manière. Voilà. Et par rapport à toutes ces histoires, est-ce que toi, tu vois une valeur commune à toutes ces personnes ? Non, pas une valeur. Je vois un instinct. Je vois des gens qui ont essayé, en tout cas. Qui ont essayé de vivre leur vie, qui ont essayé de faire des choix, qui sont allés loin, sans pour autant toujours être bien conscients des moteurs en fait qui étaient à l'œuvre, et des forces et des mécanismes qui étaient à l'œuvre de manière assez inconsciente. Mais des gens qui ont essayé. Donc moi, j'ai beaucoup de tendresse, en fait, pour les gens qui essayent, et dont je fais partie, parce qu'on les voit se débattre un peu avec un destin, parfois, qui semble écrit quand on voit leur enfance, quoi. À propos du livre, je reprends ce que tu as écrit. Tu as marqué « L'écrire était-ce donc un bon choix ? Si je suis rationnelle, une seconde, non. Pour autant, c'est l'une de mes meilleures décisions. » Oui, alors rationnellement, c'était pas un bon choix parce qu'encore une fois, ça m'a pris 18 mois alors que j'étais partie pour faire ça entre deux, en faisant des missions, en travaillant à côté et que j'ai pas réussi. Donc très vite, j'ai arrêté les missions que j'avais prises et je me suis consacrée qu'au livre parce que j'ai compris que si je le faisais pas à fond, je le ferais pas. Je m'étais donné 9 mois, ça a duré beaucoup plus. Mais bon, au bout de 9 mois, j'avais un contrat. Donc après, c'est plus facile d'avancer aussi en se disant, non, c'est pas 18 mois que je sacrifie pour quelque chose qui peut-être n'aboutira à rien. Mais quand même, on ne sait pas. Et puis, on gagne pas d'argent avec un livre, un premier. C'est pas un best-seller, il a plutôt bien marché, mais voilà, de là à financer une année et demie de travail, on en est loin. Ça a donné lieu à des conférences, des choses qui sont très chouettes. Mais voilà, rationnellement, encore une fois, personne m'attendait. Ça s'inscrivait pas dans un plan de carrière. Personne ne me demandait d'écrire. Je savais pas du tout à quoi ça allait me mener. Donc oui, si j'avais fait une série de pour et de contre, j'avais des opportunités qui étaient plus intéressantes, à la fois financièrement et professionnellement, que me reclure dans un bureau et écrire un livre sur un sujet qui peut-être n'intéressait que moi. Donc voilà, le côté rationnel. Après, pourquoi c'est une de mes meilleures décisions ? Parce que par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment la mienne. C'était vraiment quelque chose que j'ai fait moi, pour moi. Et puis, c'était quelque chose que j'avais besoin de faire parce que j'avais peur, en fait, de ça. Je crois que j'ai toujours voulu écrire. Je traîne dans les médias depuis longtemps, c'est pas par un hasard. Et j'ai jamais écrit, j'ai toujours été côté management, etc. Mais en fait, ce que je voulais faire, c'était écrire. C'est juste que j'assumais pas ça parce que c'est dangereux. En fait, un livre, une fois qu'il est publié, enfin déjà, quand il est publié, c'est déjà une grande victoire. Mais après, il nous appartient plus, il peut être critiqué, il peut faire un flop. Et là, c'est assez dramatique, en fait. On est complètement exposé. On peut se planquer derrière personne. On peut pas dire, oui, c'est mon boss qui a rien compris, ou c'est la conjoncture qui était pas bonne. Mais donc, dans ce sens-là, oui, c'était le choix le plus risqué, dans lequel, moi, je mettais vraiment mes tripes et que j'avais vraiment peur de rater. J'avais pas peur de rater les autres choses parce que c'était pas grave, en fait. On peut démissionner d'un job, on peut trouver des raisons pour lesquelles ça n'a pas marché, etc. Là, c'est plus dur, je trouve, sur un livre. Et comme c'était vraiment quelque chose que moi, j'avais très à cœur, comme tout ce qui est dur, en fait, c'était très important. Et donc, c'était très dur pour moi de le faire. Mais voilà, c'est une bonne décision dans le sens où c'est une décision dont je suis très fière parce qu'elle n'était pas simple. Oui, parce que ça demande quand même beaucoup de persévérance et du courage aussi, de dépasser tout ça. Il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas. J'aime beaucoup quand tu dis « Un choix est un chemin parmi tant d'autres que l'on choisit d'explorer avec l'espoir non pas d'avoir choisi le meilleur, mais d'arriver à en tirer le meilleur. » Et j'ai vraiment l'impression, c'est ça aussi que tu incarnes. C'est ce chemin-là, justement, et c'est pas est-ce que c'est le meilleur, il n'y a pas d'histoire d'ego, de rien du tout, c'est que tu vis ton aventure. Ouais, alors ça, c'est gentil de dire que je l'incarne, parce que moi, c'est pas le sentiment que j'ai, c'est plus un idéal, c'est quelque chose que... Moi, ce livre, je l'ai aussi écrit parce que j'ai beaucoup de mal à choisir. Alors, on ne dirait pas comme ça parce que j'ai pris des décisions assez radicales, mais encore une fois, elles m'étaient souvent suggérées ou proposées, et c'était des choses qui étaient assez faciles, finalement. Ok, on peut se dire, partir en Argentine, tout quitter, c'est dingue, mais en fait, non. J'avais 26 ans, j'avais rien à perdre. Non, c'est pas si dingue. Pour moi, écrire un livre, c'était beaucoup plus risqué, c'était beaucoup plus
plus engageant que ça. Mais j'ai perdu oui. Et je l'ai écrit parce que j'avais du mal sur les choix engageants. J'avais énormément de mal. Me marier, faire des enfants, me poser, etc. C'était quelque chose qui me faisait très peur parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais un petit peu... je ne sais pas si c'est pollué par cette idée qui est assez française que choisir, c'est renoncer. Et on entend souvent choisir, c'est renoncer. C'est vrai, choisir, c'est renoncer dans le sens où si on prend une option, on ne prend pas l'autre. Mais en fait, en le présentant comme ça, je trouve que c'est très frustrant, c'est très inhibant, c'est assez négatif en fait. On se dit bah oui, donc je renonce à quelque chose, je laisse tomber, je ferme une porte et ça donne pas envie de choisir en fait quand c'est présenté comme ça. Et j'avais envie d'écrire ce livre sans m'en rendre compte, mais j'avais besoin de me rendre compte que le choix c'était quelque chose qui ouvrait des perspectives, que c'était pas une finalité, c'était pas tiens j'ai réfléchi, je me suis recentrée sur moi, j'ai fait tout un travail blablabla et là j'ai trouvé la réponse et la réponse c'est la fin d'un cheminement. Non, pour moi c'était l'idée de dire en fait le choix, c'est le point de départ. Il faut pouvoir... Voilà, on le fait. Il y a quelque chose qui nous aspire à un moment donné. On y va. Et puis, en fait, c'est le début de quelque chose. Et c'est parce que c'est le début que tout est à faire à partir du moment où on a fait le choix. C'est pas comme si voilà, on avait un ticket de loto ou qu'on avait fait une équation et qu'il y a une bonne et une mauvaise réponse. Et c'est vraiment, OK, j'ai fait ce choix-là et maintenant... C'est un choix, c'est pas un renoncement. Donc maintenant, c'est à moi de le transformer en quelque chose de chouette, de beau et qui soit tout sauf un renoncement, qui soit vraiment quelque chose que je vais construire et qui va me donner raison dans le sens où, voilà, en fait, je sais pas, on se marie. Oui, c'est un renoncement. Je ne serai pas avec Michel, machin, etc. Mais c'est maintenant que ça commence. C'est maintenant qu'il faut bosser, en fait. C'est maintenant qu'il faut que ça marche, qu'il faut écrire l'histoire à partir de là. Ça ne veut pas dire il faut prendre au hasard n'importe quelle personne et dire, voilà, maintenant, je vais faire marcher le truc. Mais une fois qu'on a quand même réfléchi un minimum, qu'on voit aussi un petit peu ce qu'on sent, et encore une fois, qu'on essaye un petit peu de faire la part des choses entre les peurs et les aspirations, et que voilà, on se dit, bah ça, je pense que c'est une personne voilà, avec qui moi j'ai envie d'essayer, et après, il faut y aller à fond. Et c'est pas moi quelque chose que je fais très naturellement, en fait. J'ai toujours tendance à regarder sur les côtés, toujours tendance à regarder dans le rétro et me dire, ah bah oui, j'aurais dû faire ça, j'aurais pu faire ça, et ça, je le ferai jamais. Toutes ces vies non vécues, moi, elles me pèsent beaucoup, en fait. Et donc, je pense que c'est une thérapie énorme, en fait, le livre, pour essayer de dire, OK, en fait, je ne vivrai pas toutes les vies, je ne serai pas 1000 personnes à la fois, et il va falloir faire en sorte que la vie que j'ai choisie me convienne, en fait, et qu'elle soit assez riche et assez intéressante pour que ça suffise, et ce n'est pas évident. Dans notre travail au quotidien, dans l'accompagnement pour la reconversion professionnelle ou des choses comme ça, tous les jours, nos clients sont confrontés à ça, à faire des choix. Et il y a cette peur qui paralyse. Et c'est vraiment aider à sortir de cette peur. Et on en parlait avec Xavier, qui est venu sur le podcast. C'est de dégonfler l'enjeu, en fait, qu'il y a autour de la question. Ouais. Oui, j'ai écouté. Il a cité Jeff Bezos. Oui. C'est marrant parce qu'en fait, il se l'est complètement approprié. Je l'entendais parler de ce passage dans mon livre, effectivement, où je raconte, en plus vraiment sur le ton de l'anecdote, que Jeff Bezos, en fait, dit qu'il attend d'avoir 70% des réponses aux questions pour se lancer. Et c'est marrant parce que Xavier se l'est vraiment approprié d'une manière qui est intéressante, et en dédramatisant justement l'enjeu, en disant que il y avait quand même beaucoup de décisions qui étaient réversibles en fait, et donc il fallait à un moment donné se lancer sans attendre d'avoir toute la réponse. Mais moi, ce que j'ai envie moi de souligner là-dedans, et c'était aussi quelque chose qui avait été repris à sa manière par Mike Horn, que j'admire beaucoup plus que Jeff Bezos, et qui disait, lui, quand il préparait ses expéditions, qu'il attendait d'avoir 10% des réponses aux questions qui se posaient pour se lancer dans l'aventure. Et que le reste lui viendrait tout seul dans l'adversité. On se dit, c'est quand même dingue, le mec prend des risques complètement fous, il va dans des endroits hyper hostiles, il est confronté à des dangers dingues. Il est hyper préparé, bien sûr, il connaît toutes les espèces de plantes, d'animaux, mais il ne sait pas ce qui va arriver. Il ne sait pas quand il va y avoir une tempête, il ne sait pas s'il va tomber dans l'eau, mais ça ne l'arrête pas, en fait. Il se dit, il a suffisamment confiance, en fait, à un moment donné, il a réussi par toutes ses expériences aussi passées, il s'est rendu compte qu'il était capable, le moment venu, de se retourner, de trouver des solutions, et même d'abandonner, puisque sa dernière expédition, c'était un abandon. Donc, je pense que c'est ça, en fait, qui est intéressant, c'est de se dire, voilà, le choix, encore une fois, c'est le point de départ. C'est
assez rarement irréversibles, à part si on décide de tuer quelqu'un ou de voilà. Mais bon, il y en a qui le sont, hein, faire des enfants, c'est irréversible, etc. Mais on a quand même les capacités en soi d'en faire quelque chose de bien. Ou, voilà. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut dédramatiser l'enjeu. Après, je suis pas d'accord. Enfin, il faut quand même faire attention à l'heure de faire des choix. Il faut quand même bien réfléchir. Et moi, je dis souvent, c'est pas, encore une fois, parce qu'il y en a des bons et des mauvais, mais parce que ces choix vont nous transformer. Et donc, moi, j'étais, je crois, il y a 2 semaines, à Saint-Michel, on m'avait invité, ils faisaient un forum pour les étudiants, les lycéens, en fait, sur l'orientation, etc. Et c'était sur le thème de l'aventure. Et donc, je sais plus, il y avait une question là-dessus, en fait, sur les choix, comment dire, un peu finaux, un peu définitifs, etc. Et s'il fallait tout maîtriser pour faire les choix. Mais je disais non, il ne faut pas tout maîtriser, il ne faut pas savoir. C'est pas grave si tu as pris de la bio ou du français ou n'importe quoi. Mais par contre, faites attention aux choix que vous faites. Non pas, encore une fois, parce qu'il y a des bons et des mauvais, mais parce que ces choix vont vous transformer. Si vous choisissez de faire des sciences plutôt que de la littérature, vous ne serez pas la même personne. Si on décide d'être médecin plutôt que prof, vous ne serez pas la même personne. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Il n'y en a pas un qui a un meilleur choix, parce que les deux, on peut trouver des très bonnes raisons pour les deux de choisir telle ou telle orientation, tel ou tel métier. Mais ça va faire de vous quelqu'un de différent. Si vous habitez à Paris versus Annecy, vous allez être une personne différente. Ça va vous transformer. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut réfléchir, à mon sens, aux choix qu'on fait. C'est qu'ils vont avoir un impact. Ils vont décider de la personne qu'on va devenir. Parce que les choix on est la somme de ces choix-là. Ils nous transforment. Et une fois que, voilà, si on est banquier, on devient banquier. Et moi, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai démissionné de ce premier travail, c'est que je ne me retrouvais pas dans ce milieu, dans ces valeurs, dans les moteurs qu'avaient les gens. Et je me suis dit, attention, je suis en train de devenir comme ça. J'avais commencé à m'habiller différemment, j'avais commencé à raisonner différemment, à partir en vacances dans des endroits. Et je me retrouvais plus trop. C'était hyper agréable, c'était très confortable. On avait l'impression d'être les rois du monde. Mais quelque part, je me disais, non, attention, c'est en train de vriller et à un moment donné, j'arriverai pas à revenir en arrière, en fait. Je me retrouvais dans ce piège parce que je serais devenue comme ça. Et en fait, j'avais peur de plus m'aimer après si j'étais comme ça, quoi. Oui, je sais pas si se mentir ou quoi, mais en tout cas, voilà. Moi, j'aime bien cette idée de faire des choix en fonction de la personne qu'on veut devenir. Et de dire, ouais, ça donne une direction et les valeurs servent à ça, je pense, quand on se les fixe un petit peu comme boussole, c'est de dire, voilà, si je les fais en fonction de ces valeurs-là, ça va me transformer en cette personne. Si ma valeur, c'est l'argent, le succès, ça va me transformer en cette personne. Si la valeur que je choisis de prendre comme boussole dans mes décisions, c'est l'aventure, ça va me transformer en cette personne. Donc voilà, dans ce sens-là, je pense que ça vaut le coup quand même de réfléchir un peu aux choix qu'on fait. J'ai vu effectivement une interview récemment avec Mike Horn et il parlait de quelque chose qui me fait écho, c'est de suivre son intuition. Mm-hmm. Et c'est souvent la bonne recommandation quand on a tellement peur qu'on ne sait pas quel choix faire. Mm-hmm. Ça va être d'écouter cette petite voix-là. Mm-hmm. Oui, après, ce qui est très difficile, je trouve, dans cette idée d'intuition, c'est d'arriver à l'identifier et à la dissocier justement de la peur. Parce que moi, je sais pas, par exemple, je suis de plus en plus paniquée en avion. Et je peux pas m'empêcher de me dire, ah, je suis stressée, c'est une mauvaise intuition, il va se passer quelque chose, on va se cracher, il faut pas le prendre, etc. Et en fait, non, c'est pas une intuition, c'est une peur. Une intuition, normalement, c'est un flash. Donc, je me suis assez intéressée aussi à cette idée de qu'est-ce que c'est qu'une intuition pour le livre. Et j'ai rencontré des spécialistes, etc., de l'intuition, qui me disaient, non, en fait, l'intuition, c'est quelque chose c'est un flash. À un moment donné, c'est comme si on avait la réponse sans avoir le raisonnement qui mène à la réponse. Donc, on dit, tiens, je sais pas comment je sais pas pourquoi je sais, mais je sais, c'est ça. Et ça s'accompagne pas d'une émotion. Et ça m'a beaucoup aidé, en fait, à faire la différence entre une vraie intuition, oui, tiens, je sais, j'ai compris, le truc est évident, il est devant moi, ou un mauvais pressentiment, ou une espèce d'angoisse, ou dire, non, il faut pas y aller, j'ai l'intuition qu'on va se prendre une avalanche, ou un truc comme ça. Donc dans le cas de Mike Horn, je serais très intéressée de savoir ce qu'il appelle intuition. Et puis, tout le monde n'a pas la même définition aussi de l'intuition. Il y a des gens qui sont très rationnels, notamment les prix Nobel d'économie, qui sont en réalité des psychologues, Daniel Kahneman et Tversky, qui ont beaucoup travaillé là-dessus, et qui ont dit que voilà, l'intuition, en fait, n'est fiable que quand elle répond à certains critères, qu'elle vient d'une expérience, c'est-à-dire que c'est à force d'avoir connu des situations, vécu des situations, qu'on peut avoir une vraie intuition sur la bonne réponse, la mauvaise
réponse dans le sens, je sais pas, un médecin qui va faire un diagnostic ou un joueur d'échecs qui va avoir l'intuition que c'est ça le bon coup à faire. Il fallait aussi que ce soit vérifiable pour que justement on puisse savoir que oui, ok, c'était une vraie intuition puisqu'elle s'est vérifiée. Puis la troisième, c'était que ça marchait que quand les règles étaient toujours les mêmes. Et donc par exemple, une intuition en bourse, ça marche pas. Et puis, il y a plein d'autres gens qui parlent d'intuition beaucoup plus ésotérique et qui vont dire, voilà, ça m'est tombé du ciel, c'est une énergie que j'ai sentie. Et l'intuition, un peu chamanique, voilà, beaucoup plus spirituelle. On se dit, tiens, tout d'un coup, il y a quelque chose qui nous envoie un message. On a la réponse sans savoir pourquoi. Et il faut suivre ça. Donc, moi, je ne sais pas bien où je me situe par rapport à ça, mais ce qui est clair, c'est que... moi, la conclusion à laquelle je suis arrivée par le livre, c'est-à-dire quand j'ai fait comme une grande cartographie de toutes les influences positives, négatives, tous les freins et puis tous les moteurs qui pouvaient intervenir dans nos décisions. Et ma conclusion, c'est que c'était quand même un gros bazar, un gros chaos. Qu'on était en proie, qu'on était systématiquement à la proie de plein de choses inconscientes, des influences historiques, familiales, culturelles, sociales, biologiques, enfin voilà, qu'il y avait quand même beaucoup de choses à l'œuvre. Arriver à mettre tout ça de côté et dire non, ce choix, il est complètement libre, c'est complètement moi et c'est vraiment une aspiration, c'est hyper difficile. Et donc, qu'est-ce qui reste en fait une fois qu'on s'est rendu compte que les choix étaient très complexes et que les faire totalement librement était quasiment impossible, c'est-à-dire quand on est dépollué de toutes ces influences potentiellement qui peuvent freiner en fait les choix, et il reste l'intuition. Mais il faut apprendre à la reconnaître, ce qui n'est pas du tout évident, parce que dire aux gens écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, j'imagine que c'est ton cas quand tu accompagnes des gens, ils vont dire ok, mais il me dit rien. C'est difficile en fait de savoir. Alors, dans ma formation au Québec, effectivement, j'ai découvert l'intuition, mais beaucoup plus que ce qu'on peut entendre. Et ce qui était vraiment intéressant, et c'est de le tester après, c'est les premières secondes, mais tout de suite. D'accord. Et dès que ça va un petit peu plus loin, c'est ton ego, c'est ton mental qui a peur. Et donc, moi, ce que j'ai fait personnellement dans ma vie, c'est que je me suis dit, je vais essayer de suivre ce canal-là, je veux voir, j'y crois. Et c'est qu'au fur et à mesure, j'ai tiré un fil. Tiens, là, j'ai cette intuition-là, je vais la prendre, je vais y aller, j'ai rien à perdre. Et 2 semaines après, je vais faire celle-là. Et en fait, je me suis rendu compte que plus je faisais ça, plus j'avais d'intuition. Et plus le chemin que je prenais était celui que je voulais. Avec, comme tu dis, comme boussole, les valeurs et quelle est la personne que je veux devenir. Et ça, c'est mon libre arbitre. Donc, par rapport à l'intuition, c'est ça. Et dans les personnes qu'on accompagne, ça sert à rien de leur dire « écoutez votre intuition ». C'est super abstrait. Donc après, il y a des exercices de respiration, de leur apprendre à effectivement se connecter plus à l'intérieur de soi. C'est possible, mais ça prend du temps. Ouais. Non, je pense que ça se travaille. Et effectivement, j'ai rencontré, il n'y a pas très longtemps, un spécialiste de l'intuition qui ça va hyper loin. Et c'est celui que mentionnait, comment il s'appelle, cet auteur-là qui a fait un livre qui s'appelle Intuitio. J'oublie toujours son nom. Laurent Gounel. Voilà. Et à la fin, il remercie un type qui s'appelle Alexis Champion. Et il dit, c'est lui qui m'a donné l'idée de ce livre. Ils ont créé l'école de l'intuition et ils apprennent aux gens à développer leur intuition, etc. Et moi, je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps. Et dans le cadre du livre aussi, j'avais un petit peu envie de comprendre. Et lui disait ça. Alors, il va loin, il va très loin. Quand on a eu des discussions qui sont... donc il ne faut pas avoir peur quand même d'aller dans des trucs un peu magiques, un peu, inexplicables. Mais ce qui était intéressant, c'était cette idée qu'elle se travaille, qu'il y a des exercices, qu'il faut arriver à être en contact avec soi. C'est ça. Voilà. Donc, mais c'est pas évident. Encore une fois, moi, je trouve que c'est pas évident. Après, j'aime bien, moi, du coup, remplacer le terme d'intuition qui est effectivement très abstrait. Comme moi, je suis pas sûre d'être très intuitive et d'être capable aujourd'hui, en tout cas, d'être en relation avec mon intuition. J'ai plutôt tendance à préférer la curiosité ou le chemin le plus intéressant. C'est-à-dire juste, j'essaye maintenant de me dire, quand j'ai une décision à prendre, premièrement, qu'est-ce qui me fait plutôt pencher pour une orientation ou une autre. Donc, je prends je suis enceinte, j'attends mon 3e enfant. Ça a été une décision hyper compliquée à prendre parce que, pareil, qui a besoin d'un 3e enfant ? Le monde dans lequel on vit, rationnellement, ça n'a aucun sens. On en a parlé, les premiers sont grands, je suis vieille. Enfin, il y a plein de raisons de ne pas le faire.
Mais en fait, ce qui m'empêchait de le faire, c'était que de la peur, en fait. Tous les arguments que je pouvais évoquer pour pencher plutôt du côté du non, c'était peur qu'il soit malade, peur que ça se passe pas bien, peur que ça m'enlève de la liberté, que ça déséquilibre la famille. Enfin, c'était que des peurs. Elles sont légitimes et il faut les entendre. Elles sont tout sauf abstraites et elles vont peser. Mais j'avais pas envie de prendre une décision par peur, en fait. J'avais pas envie que ce soit le moteur et de dire non, je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur. Et peut-être que c'est une mauvaise décision, j'espère qu'il va bien, etc. Mais en tout cas, c'était pas un moteur que j'avais envie de suivre. Et c'est vrai que maintenant, dans les décisions que je prends, quand c'est ce genre de décision-là, j'essaye d'aller vers l'espoir et vers l'aspiration et de me dire, voilà, moi j'ai envie de prendre des décisions par espoir et par aspiration, par envie, et non par peur. Est-ce que c'est une intuition? Est-ce que j'ai eu l'intuition qu'il fallait faire? Non, j'ai pas de l'intuition que... Je sais même pas, j'ai même pas l'intuition de savoir si c'était une fille ou un garçon ou s'il était en forme ou pas. J'aurais aimé avoir ça. Je me dis, mais les animaux le savent quand ils sont... Les femelles le savent quand elles sont enceintes. Pourquoi nous, on le sait pas? On doit être vraiment déconnecté de notre corps pour avoir besoin d'acheter des textes en plastique. Donc non, moi je pense que j'ai pas d'intuition, en tout cas à ce niveau-là. J'adorerais l'avoir, mais je l'ai pas. Et donc il faut que ce soit autre chose. Et là, de manière assez rationnelle, voilà, j'ai choisi de pencher plutôt pour l'espoir que pour la peur. Il y a Neil Donald Walsh, dans un de ses vraiment grands best-sellers, qui parle de cette polarité qu'il y a dans le monde. C'est la peur versus l'amour. Et effectivement, c'est quelque chose qui va me guider aussi. À chaque fois qu'il y a un choix à faire, est-ce que j'ai peur ou est-ce que je vais aller? Et je crois que justement, ce pôle amour, il est connecté à l'intuition. Donc on peut y aller d'une autre manière, plus rationnelle. Mais c'est vraiment bien de se poser la question. Oui, non, mais peut-être que l'intuition, c'est une forme d'amour aussi. Oui. C'est dans le sens, c'est une réponse à un moment donné qui est définitive, qui est, voilà, et qui donne envie d'y aller. Mais ouais, encore une fois, c'est plus... par quoi on a envie de se laisser guider, quelle lumière, entre guillemets, on a envie de suivre, en fait. Et voilà, après, on peut lui donner le terme qu'on veut, mais apprendre, en tout cas, à faire confiance à ça et à dire, OK, c'est dans ce chemin que je vais parce que j'en ai envie, parce que je sens quelque chose, je sens une aspiration. C'est pas évident, mais c'est des choix, je pense qu'on peut pas tellement regretter, parce qu'ils sont faits pour les bonnes raisons, en fait. Je t'ai demandé quelles étaient tes 3 valeurs principales aujourd'hui, parce qu'elles évoluent. Ouais. Tu me disais l'envie, la simplicité et l'aventure. En quoi est-ce qu'elle guide justement ta vie actuelle? Alors oui, j'ai pas répondu dans le sens où quelles sont les plus importantes, parce que la gentillesse, la générosité, mais j'avais envie de choisir des valeurs qui m'aident justement à choisir, en fait, parce que c'est ça l'intérêt des valeurs, parce que sinon on peut les brandir comme ça en disant moi mes valeurs c'est ceci, cela. Si on les incarne pas ou si elles nous aident pas à faire des choix à un moment donné, c'est que du discours et j'aurais pu dire des choses à la Nelson Mandela et puis voilà, mais aujourd'hui, voilà, certaines valeurs qui m'aident en tout cas à avancer, c'est celle-là. En ce moment, ma favorite, c'est la simplicité parce que c'est très difficile. Et que moi, en tout cas, aujourd'hui, j'inspire à plus de simplicité. Je pense qu'on a trop complexifié à la fois nos vies. Moi, je suis très compliquée dans ma tête, etc. On a beaucoup de choses matériellement. On a beaucoup de... Et j'ai envie de simplifier, j'ai envie de retrouver quelque chose de plus léger. J'ai envie de simplifier la logistique pour faire de la place à d'autres choses. J'ai envie de simplifier mes questions, ça c'est vraiment pas facile. Oui, j'ai envie d'avoir une vie plus simple. Je pense que c'est aussi un peu dans l'air du temps avec l'écologie, etc. D'arrêter de tout vouloir, de courir après tout, de vouloir faire tous les voyages, de posséder toutes les... J'ai envie d'un petit peu de me déposséder aussi bien matériellement qu'intellectuellement de pas mal de choses. Mais encore une fois, c'est une aspiration. Je n'y arrive pas du tout. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui, moi, aujourd'hui, m'intéresse de simplifier. Donc voilà. Après, l'aventure, c'est plus dans le sens... voilà, j'aime bien l'idée de construire sa vie en fonction des circonstances, de faire en sorte qu'il se passe des choses. J'ai besoin qu'il se passe des choses dans ma vie, bonnes et mauvaises. Je provoque un peu des fois des mauvaises choses, c'est un peu pervers, mais voilà, j'ai besoin qu'il se passe des choses pour apprendre, pour comprendre, pour avancer. J'ai besoin que ce soit un peu intense, qu'il y ait une histoire à raconter derrière. Donc c'est dans ce sens-là, l'aventure. Et puis le troisième, c'était quoi ? L'envie.
l'envie, oui, ça rejoint ça, hein, c'est d'avoir un moteur qui est un peu sympa, parce que sinon, moi, quand on se demande quel est le sens de la vie, voilà. Donc parfois, on se dit, il n'y en a pas. Alors oui, il y a construire, il y a donner, etc. Mais moi, plus ça va, plus je me dis qu'on est là pour essayer, en fait, pour explorer, pour tenter des choses, et pour essayer d'écrire une histoire qui est intéressante, parce que voilà, on va partir avec, donc voilà. Comme dernière question, j'aimerais te demander quelle est la plus grande leçon de vie que tu aies reçue. J'ai pas vraiment de leçon. Ouais, la leçon, ce serait peut-être plutôt d'être un peu plus patiente, dans le sens où les choses finissent par arriver, en fait, d'une certaine manière. Quand on a vraiment quelque chose qu'on a envie de faire ou besoin de faire, elle se remanifeste, en fait, encore et encore. Et quand on essaye de la mettre sous le tapis, comme moi j'avais fait avec l'écriture, où j'avais nié, en fait, cette envie d'écrire, elle revient. Et donc, voilà, de ne pas lutter contre des choses dont on a vraiment envie, et essayer de ne pas se raconter d'histoires ou trouver des arguments pour finalement... Parce que il y a beaucoup de décisions avec lesquelles on n'est pas très à l'aise, et qu'on va justifier, en fait, après coup, par des arguments très rationnels, etc. Mais en fait, ça revient. Donc moi, je ne sais pas si c'est une leçon de vie, mais c'est ce que j'ai constaté, en fait, que quand on a vraiment des obsessions, on peut les mettre sous le tapis autant qu'on veut, elles reviennent. Donc à un moment donné, il faudra s'en occuper, il faudra y aller, il faudra faire ce qu'on a envie de faire, il faudra tenter ce qu'on a envie de tenter, quitte à se planter, mais au moins on saura, quoi. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est assez inévitable, et donc à un moment donné... Après, c'est pas quelque chose qu'on doit faire tout de suite, qu'on doit se forcer. Je pense que les choses arrivent aussi quand elles sont prêtes à arriver. Donc pas forcer les choses, mais se dire, voilà, j'oublie pas que ça, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, je le nie pas, mais c'est peut-être pas le moment, et c'est peut-être pas grave si on fait des détours. Mais à un moment donné, voilà, quand le moment est venu, il faut y aller, et il faut pas se cacher, quoi. Voilà, je sais pas si c'est une leçon de vie, il y en aurait plein d'autres, hein, mais voilà, c'est celle qui me vient à l'esprit maintenant. Alors c'est tout juste. Merci beaucoup Sophie, je te souhaite une belle continuation. Merci à vous. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode, et j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à découvrir l'histoire de notre invité. Pour toutes les infos sur ce podcast et cet épisode, ça se passe sur le site méthode-cohérence.com. Aussi, si vous souhaitez me proposer des nouveaux invités qui ont des histoires inspirantes, n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn ou Instagram sur mon compte Elodie Bardot. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, de partager Antinomique à vos proches, d'en parler autour de vous. C'est comme cela et grâce à vous que Antinomique durera encore très longtemps. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode que j'ai hâte de vous partager. Mais d'ici là, je vous souhaite une très belle journée lumineuse et inspirante. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes habituelles des podcasts. Et un grand merci à Cyril Marie de Inspire Studio et son équipe qui coproduisent ce podcast avec moi.